Le 24 février 1934 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vuneuil du film Les Esquimaux, texte intégral. On connaissait jusqu'à ce jour 2 films sur le cercle arctique, sa faune et ses habitants, Nanook et Igloo. L'igloo étant la hutte de neige où s'abritent les Esquimaux nomades. 2 spectacles muets, strictement documentaires, d'ailleurs bien faits, et bien accueillis. C'était comme les albums où un touriste recueille la moisson de photos prises inlassablement à son premier contact, un peu rapide, avec une terre inconnue. Igloo et Nanook n'épuisaient pas, loin de là, cette matière. Mais on ne fut pas très enthousiaste quand on apprit que le fameux metteur en scène Van Dyck de la Metro-Goldwyn d'Hollywood partait à son tour pour les régions polaires. De ses expéditions en Polynésie, en Afrique, Van Dyck avait rapporté beaucoup de belles images, mais presque toujours gâtées par des affabulations enfantines, d'encombrantes histoires de Robinson et de Robinson, des apparitions de vedettes oxygénées, faisant des crises de nerfs, adorées comme des idoles par des tribus de nègres anthropophages. Il faut admettre que ce n'était pas du goût de l'auteur, que ces divinités trop californiennes et ces contes de nourrice lui étaient imposés par sa firme, et qu'il a eu enfin carte blanche en partant pour le pays des Esquimaux. Le cinéma exotique d'Amérique renonce enfin aux femmes panthères et aux hommes singes, à M. Ramon Novarro, plus ou moins bien grimé en pêcheur maori et ravissant le cœur des belles étrangères dans une débauche de guitare hawaïenne. Il est vrai qu'un séjour parmi les neiges et les banquises est moins confortable qu'une promenade sous les palmiers du Pacifique Sud. Le film, cette fois, est sobre et authentique. Cependant, on pourra regretter que M. Van Dyck ait emmené, pour jouer l'épouse de son héros polaire, une femme d'un sang blanc à peu près pur, une sorte de Dolores del Rio ou de Lupe Vélez, aux sourcils et aux ongles trop civilisés. C'est l'erreur du film, mais elle n'est pas très grave. Cette beauté parle esquimau, et enfin le scénario ne lui laisse qu'un rôle très effacé. Dans Ombre blanche, Van Dyck prenait le parti des paisibles pêcheurs polynésiens contre les civilisés, qui leur apportent l'alcool et la syphilis. C'est un lieu commun auquel les voyageurs du XXe siècle ne peuvent guère échapper, même s'ils sont américains, c'est-à-dire de la nation qui a le plus cruellement traqué et corrompu les primitifs. Mais dans le film, cette attitude fort naturelle se muait en sensiblerie, en puritanisme, en grossière cantilène. Dans Esquimaux, le thème est repris avec infiniment plus de tact et moins de facilité littéraire. Le scénario mérite même de ne pas être confondu avec les honnêtes romans pour la jeunesse à la façon de Trader Horn, genre plus sympathique d'ailleurs que le vaudeville. Par l'effort de véracité qu'on y a fait, Esquimaux de Van Dyck est presque une petite étude, toujours vivante, de l'esprit des primitifs. En tout cas, c'est beaucoup mieux que l'étrange histoire d'amour annoncée par une fâcheuse publicité qui sème les plus banales et les plus fades photos du héros et de l'héroïne. Nous aimons que le roman de Mala, homme beau et loyal, le meilleur harponneur et chasseur du Grand Nord canadien, soit humble, simple, tel qu'on le pourrait trouver dans beaucoup de relations de missionnaires ou d'explorateurs. Mala descend avec son épouse et ses enfants jusqu'au petit port de Tcharnak pour vendre des peaux. En chemin, premier épisode significatif. On rencontre un ami dont la femme vient de mourir. Les Esquimaux tiennent le veuvage pour la plus intolérable des calamités. Mala, avec un grand naturel, prête sa femme pour une journée aux compagnons malheureux.
Puis l'on file vers le port et la maison flottante des Blancs. Ceux-ci sont des trafiquants, de ces rudes gaillards qui ne s'embarrassent pas de scrupules. Les petits hommes polygames des igloos ne sont pour eux que des animaux sommaires et lascifs. Le capitaine Blanc, vieux loup de mer qui a une jambe de bois comme l'ogre des dessins animés, s'adjuge la femme de Mala. L'Esquimau respecterait peut-être parfaitement ce droit de cuissage, mais il est dégoûté de voir rentrer sa femme saoule. Il demande qu'on ne l'inquiète plus. On le lui promet. La nuit suivante, Mala est cependant encore seule. Au matin, sa femme titubant s'échappe du bateau, tombe ivre-morte sur un glaçon. Un chasseur blanc la prend pour un phoque et la tue d'un coup de carabine. Toute la morale naïve de Mala est renversée. On lui a menti. Il ne comprendra jamais que sa femme ait péri par hasard. Il tue le capitaine d'un terrible coup de harpon et s'enfuit. L'histoire de Mala vient aux oreilles de la police canadienne. 2 gendarmes débonnaires, qui connaissent les indigènes, arrêtent Mala. Mais, devant sa franchise, son enfantine cordialité, sa magnifique adresse, ils le laissent libre, sur parole, autour de leur poste. Un inspecteur, qui arrive des villes, s'indigne, fait enchaîner le prisonnier. Mala se sent trompé pour la seconde fois. Le vaillant chasseur ne tolère pas d'être pris au piège comme un renard. Il sait que sa tribu va mourir de faim. Il arrive à se débarrasser de ses menottes. Il regagne le nord en mangeant un à un les chiens de son attelage. Les gendarmes sont à ses trousses, navrés de le reprendre. À la faveur de la débâcle, Mala tente une périlleuse évasion avec la nouvelle épouse qui lui a été donnée par l'ami reconnaissant. Les gendarmes ne tireront pas et crieront bonne chance aux primitifs. Pas de phraséologie, mais une amitié véritable pour les indigènes, le respect des coutumes et de la morale qu'il créa à son usage. Van Dyck est resté chez eux près de 15 mois, le temps de les bien connaître, et ce qu'il nous en dit rend le même son que les récits des grands navigateurs, entre autres de Charcot. Peut-être faudrait-il remonter aujourd'hui plus loin encore vers le nord pour retrouver ces mœurs patriarcales, et il est bien possible que les figurants de Van Dyck soient un peu moins ignorants des mœurs du siècle que ne le veut le scénario. Mais ce qui reste vrai, c'est que la race est beaucoup moins dégénérée qu'on l'a écrit, que l'on retrouve chez elle beaucoup de la finesse et de la vivacité du pur asiatique. Si le dialogue, tout entier en dialecte esquimau, a été traduit fidèlement, il y a là des traits d'une pudeur et d'une discrétion charmantes. Beaucoup de scènes sont empruntées directement au folklore, tel Mala, sur le conseil d'un sorcier, allant demander aux esprits de lui donner un nouveau nom, et baptisé par un pétrel qui passe à cet instant au-dessus de lui en criant « Kyprik !». La partie documentaire est très abondante, mais tient compte de ce que nous connaissons déjà par d'autres films et ne s'attarde pas en explications oiseuses. Le travail photographique est peut-être moins plastique que dans Igloo et surtout dans le superbe film de Bird au pôle Sud, mais plus correct. La vie de la tribu est saisie autant que possible dans toute sa vérité. Voilà enfin des sauvages, ou demi-sauvages, qui ne dansent pas pour les touristes. Enfin, on rencontre toutes les qualités habituelles au film de Van Dyck, la virtuosité, le cran vraiment sportif avec lequel on y photographie les scènes de chasse, tel le dramatique harponnage de la baleine et de l'ours blanc. Une légère concession au goût américain, qui, paraît-il, a trouvé le film trop sérieux et trop scientifique. C'est la beauté de Mala. Où l'a-t-on déniché? De quel métissage est issu ce Siegfried polaire? Il semble plus proche de l'Indien que de l'Esquimau. Mais on le regrette à peine, tant sont séduisantes et vraies son ingénuité, son intelligence naturelle.
Il semble un symbole magnifique de la vie primitive.